Alors, on poursuit. On est un peu dans le même esprit, peut-être. On est à Québec cette fois. On est aux abords de l'église Saint-Charles dans Limoilou. Alors, une église qui est en pleine ébullition, qui est en pleine réflexion sur son avenir. Je vais inviter M. Édouard Julien Blanchette, qui est le coordonnateur et l'initiateur de ce projet et de plein d'initiatives entourant l'église et l'espace environnant. M. Blanchette, bienvenue. Parfait. OK. Merveilleux. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier vraiment le CP, le Conseil du patrimoine religieux du Québec de nous avoir invités aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Nous, on est encore dans le processus de requalification de l'Église. On est pile dedans, à vrai dire, les 2 pieds dedans en ce moment. Le projet Espace par vie s'inscrit vraiment dans ce processus-là de requalification qui s'inscrit sur une période d'à peu près 3 ans. Donc, c'est vraiment très inspirant de voir aujourd'hui des projets qui se sont réalisés, qui sont parfois différents, parfois très similaires aux nôtres. Ça nous donne des clés vraiment pour mieux comprendre un peu où est-ce qu'on s'en vient. Donc, merci beaucoup de l'invitation pour vous présenter aujourd'hui vraiment plus précisément Espace par vie, mais on va aussi le mettre en contexte dans le projet Espace d'initiative. Quand on nous a contactés la première fois, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on peut présenter à titre de petit organisme naissant. Ça fait à peu près 1 an qu'on existe, qui n'avons pas encore terminé la requalification. On est un organisme citoyen, vraiment, qui est le fruit de 4 citoyens. Et on s'est dit, ben peut-être que justement, c'est ça qui peut être intéressant, de démontrer comment est-ce que 4 citoyens qui ont au début aucune expertise dans le domaine peuvent démarrer un projet de requalification d'une église, plus précisément à l'église Saint-Charles de Limoilou, qui est fermée depuis 2012. Donc, la question qu'on va aborder aujourd'hui va vraiment essayer de comprendre un peu comment est-ce que, à titre d'organisme citoyen ou de petit organisme, qui est espace d'initiative, comment est-ce qu'on peut recréer une communauté patrimoniale pour refaire vivre un lieu qui, au départ, vivait par une communauté de sens, ça veut dire des personnes qui partageaient une même vision, pour lui transférer pour que ça soit plus nécessairement une communauté de sens qui puisse le faire vivre, mais une communauté de pratique, c'est-à-dire des gens qui veulent habiter le lieu, qui partagent différentes valeurs et qui, des fois, ont des activités différentes, par contre, dans le lieu, mais qui partagent la volonté de le remettre en valeur et de le réouvrir, lui redonner accès au public. Donc, c'est un peu la question qu'on va essayer d'aborder, toujours du point de vue d'un organisme citoyen qui a débuté il y a à peu près 1 an de ça. Donc, on va, avant par contre de poursuivre sur Espace d'initiative, on va faire une petite mise en contexte pour essayer de mieux situer qui on est, dans quel quartier vraiment s'inscrit le projet et quel est le lieu précisément. Donc, l'équipe, comme je le disais tout à l'heure, on était vraiment 4 citoyens de Limoilou qui avaient différentes expertises, mais qui partageaient vraiment une sensibilité face à la mise en valeur du patrimoine religieux de leur quartier. Il faut comprendre qu'au moment où est-ce que le projet a débuté, il y avait des rumeurs dans l'air, des articles qui portaient sur la démolition d'une autre église dans le quartier, qui était Saint-François d'Assise, et ils questionnaient aussi l'avenir de l'église Saint-Charles de Limoilou, comme elle était fermée depuis 2012, et qu'il n'y a aucun projet qui avait été vraiment mis de l'avant pour cette église-là. Il y avait des craintes de démolition, de perte. Or, Saint-Charles de Limoilou, c'est toujours la première église du vieux Limoilou. Et face à cette inquiétude-là, on s'est rassemblés en collectif pour essayer d'élaborer un projet qui permettrait la conservation, la mise en valeur et la requalification du lieu. Donc, aux 4 premiers initiateurs, il y en a un 5e qui s'est rajouté en cours de route et l'équipe est toujours en train de s'agrandir au fur et à mesure que les études de faisabilité évoluent. Donc, comme on le disait tout à l'heure, puis comme ça a été déjà présenté de manière assez précise dans les communications précédentes, un projet de requalification doit nécessairement tenir compte à la fois du bâtiment, mais à la fois du quartier et de la communauté dans lequel il s'inscrit. L'église Saint-Charles de Limoilou, quant à elle, est vraiment un monument emblématique du quartier de Limoilou. C'est un peu sa signature, on pourrait dire, la signature du vieux Limoilou. On la retrouve sur une diversité de logos. Très souvent, quand on représente le vieux Limoilou, sépare son église à 2 clochers, les 2 flèches comme ça qui pointent vers le ciel.
Actuellement, elle est fermée depuis 2012, donc on la voit de l'extérieur. Elle est assez impressionnante, mais bon, je pense que tous ceux qui ont un projet trouvent leur église impressionnante. Donc, on n'est pas on fait pas exception à ça. Quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment majestueux. Ça fait partie des 7 plus grandes nefs de la ville de Québec. Elle est aussi très bien classée ici au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Il y a différentes caractéristiques architecturales de l'église qui la rendent particulièrement majestueuse, plus particulièrement son maître-autel en avant qui est fait en marbre par la maison d'Aprato, une fresque aussi impressionnante à l'italienne dans le chœur qui est faite par Guido Nincheri. Pour nous, c'est vraiment des éléments qu'on aimerait mettre en valeur dans le lieu. Mais de manière plus importante, ce qui pour nous est aussi essentiel, c'est toute la mise en valeur du patrimoine immatériel du lieu. De reconnaître que cette église-là, elle a été dirigée par la communauté des frères capucins depuis, à vrai dire, pour une période d'à peu près 80 ans, qui ont repris l'Église, qui ont payé pour... il y avait des grosses dettes au début, ils ont payé pour la remise à neuf. C'est une Église qui a pris feu 2 fois, donc la dette était assez importante. Et les frères capucins, c'était un ordre qui était très impliqué dans le quartier, au niveau socialement, par l'intermédiaire de la salle paroissiale, par l'intermédiaire des différentes œuvres qu'ils avaient dans le quartier. Et c'était un peu aussi ça qu'on désire mettre de l'avant dans le cadre du projet, c'est vraiment l'idée de développer un lieu pour la communauté, un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu où les gens peuvent encore dialoguer ensemble et partir des projets, d'où le titre « Espace d'initiative », de développer un espace où les gens peuvent encore avoir des initiatives. Donc, le vieux Limoilou, plus précisément, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la ville de Québec, c'est situé à proximité du centre. Ce qu'on voit, le cours d'eau, c'est la rivière Saint-Charles. Donc, à la base, c'était la première banlieue, on pourrait dire, de Limoilou, qui est née il y a environ 100 ans de ça. Le Vieux-Limoilou, c'est un quartier qui est ceinturé par la rivière Saint-Charles au nord. Au sud, ça va jusqu'à la 18e rue et c'est de la 1er avenue à la 8e avenue. L'église, en soi, est un peu excentrée du quartier. Il faut comprendre que par le passé, le quartier était beaucoup plus large, allait beaucoup plus vers l'est. Donc, l'église, quand elle a été construite en 1897, la première construction, elle était pensée pour être plus au centre. Après coup, elle s'est un peu excentrée. Mais c'est vraiment un quartier qui est très dynamique. C'est un quartier aussi qui est particulièrement en changement. Au début des années 1900, c'est un quartier, même pas 1900, mais autour de 1950, c'est un quartier qui était très populaire, qui était vu comme une banlieue ouvrière de Québec, mais qui est en train vraiment de se dynamiser avec l'apport des nouvelles familles vraiment dans le quartier et qui est aussi en train de se gentrifier. C'est un quartier dans lequel que plusieurs qualifient d'éco-quartier aussi en soi, compte tenu que c'est des constructions c'est un quartier qui est très dense, c'est beaucoup des blocs de 3,5, beaucoup des triplex à vrai dire. Et c'est un quartier où les gens ont un sentiment d'appartenance très fort à leur quartier, qui les amène à s'impliquer dans le quartier. Ce qu'on voit ici, c'est une initiative qui est partie par un résident du quartier, à vrai dire, qui est vraiment un bazar des ruelles. L'idée où est-ce que dans le quartier, il y a plein de ruelles, de mettre en commun les ruelles et de sortir une journée pour se rencontrer et vendre un peu nos choses. Donc, le projet Espace d'initiative devait nécessairement tenir compte pour nous du quartier. Et pour s'assurer qu'on n'était pas les seuls, à vrai dire, les 4 seuls à être encore sensibles à l'avenir de l'Église, on a entamé une démarche de consultation en amont, vraiment, du processus de requalification. Donc, dès qu'on s'est rencontrés, on a développé un processus d'idéation, on a réfléchi au projet, et en amont du processus, on est allé voir différents acteurs du quartier pour voir si est-ce que les autres organismes communautaires, est-ce que la ville, est-ce que la fabrique est sensible à mettre en valeur cet édifice-là, compte tenu qu'il a été fermé depuis 2012, qu'on sentait un désengagement. Et on a eu un écho très favorable, à vrai dire, de la communauté dans cette pré-consultation, on pourrait dire, pour le projet de requalification. Tous les acteurs, on va dire, partageaient la volonté de redynamiser l'Église et de la remettre en valeur. Donc, suite vraiment à voir que le projet que le projet suscitait de l'intérêt dans la communauté, on a mis un peu les bases du projet. Donc, on s'est d'abord incorporé en organisme à but non lucratif pour être capable d'entamer des démarches de financement parce qu'à titre d'OBNL, on n'avait aucune source de financement attribuée au début.
Et on a entamé un processus de mobilisation de la communauté. Il faut comprendre que quand on est un organisme de notre taille, un organisme citoyen, ce qui fait sa force, c'est la communauté qui l'appuie. Donc, le processus de mobilisation, pour nous, était essentiel pour s'assurer que le projet s'inscrive dans la communauté et réponde aux besoins directs des résidents et des organismes communautaires du quartier, mais aussi des entreprises d'économie sociale. Donc, on a organisé différentes activités, que ce soit l'Assemblée citoyenne, des visites de l'Église, des corvées du parvis, chantiers d'initiative. Chacune de ces activités-là avait différents objectifs, vraiment d'impliquer les gens, mais aussi de faire connaître l'Église, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais 4 ans de fermeture, ça fait en sorte que les gens perdent la connaissance de l'Église. Et pour mettre en valeur un patrimoine, la première étape, c'est de faire en sorte que les gens la connaissent, puis ou la reconnaissent son importance de mise en valeur au niveau patrimonial. Et vraiment, on a une participation, c'était très encourageant. À chacune des activités, il y a vraiment une participation très assidue de la part des résidents, de la part des organismes communautaires. Il y a eu des activités comme les chantiers d'initiative, par exemple, qui visaient pas uniquement à faire connaître le projet ou à en discuter avec les citoyens, mais vraiment à les impliquer en amont du processus de réflexion du projet. Donc, les chantiers d'initiative, c'était vraiment, on sortait les plans de l'Église, et là, on disait aux résidents, aux citoyens et aux organismes communautaires, que voulez-vous voir dans cette Église-là? Quel projet vous aimeriez voir se réaliser dans votre quartier? Et en partant des plans, les gens dessinaient sur les plans, ils présentaient leurs plans ensemble. Et de ça a résulté vraiment ce qu'on appelle un rapport, le rapport des chantiers d'initiative, qui nous a permis vraiment d'orienter le projet en fonction des besoins des résidents et des organismes communautaires du quartier. Donc, c'est vraiment la démarche citoyenne qu'on a mis de l'avant pour nous était essentielle. Et c'est vraiment dans cette démarche-là que s'inscrit Espace Parvis. Espace Parvis, pour nous, ce n'était pas uniquement la mise en valeur du parvis, mais c'était vraiment l'idée de redévelopper la communauté patrimoniale autour de l'Église, en commençant par le parvis. Donc, l'Église, elle est fermée encore actuellement, mais on s'est dit, dans l'impossibilité de pouvoir rentrer dans l'Église, est-ce que c'est possible de faire un exercice avec les résidents, les organismes, avec toute personne intéressée, un exercice qui vise à requalifier le parvis de l'Église à l'extérieur pour le redynamiser et faire en sorte que le parvis redevienne un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Là, tantôt j'avais l'idée, mais je l'ai pas mis j'ai pas eu l'occasion de le mettre dans le diaporama pour vous donner une idée. Le parvis, à la base, actuellement, c'est des espaces de stationnement. Donc, on s'entend que c'est pas un lieu de rencontre trop chaleureux. L'idée, c'était vraiment de recréer cet espace-là. Donc, on a collaboré avec une firme qui s'appelle Annexe U pour remettre en valeur, pour nous faire des plans, à vrai dire, d'aménagement du parvis. Donc, c'était vraiment dans l'idée de redonner au parvis son rôle d'échange et de rencontre. Par contre, à titre d'organisme citoyen, on ne peut pas faire ça tout seul. On n'a pas des appuis financiers. On en a eu dans le cadre du projet, mais on n'a pas, on a collaboré avec la ville, mais on n'a pas le même type d'appui que si on était un arrondissement. Donc, on a dû s'allier avec une diversité d'organismes, à vrai dire avec 11 organismes pour pousser le projet ensemble. Et le projet Espace Parvis s'est réalisé vraiment au carrefour de la mission des différents organismes. Et, à vrai dire, c'est un peu pour ça qu'on dit que Espace Parvis a en soi créé une communauté de pratique autour de l'Église, compte tenu que les organismes se sont rassemblés sur le parvis pour développer cet espace de rencontre-là, mais aussi où chaque organisme pouvait mettre en valeur sa mission sur le parvis, sa mission d'organisme. Donc, on a collaboré avec les Amis de la Terre, par exemple, qui, eux, étaient très sensibles au fait que dans Limoilou, on retrouve des îlots de chaleur très importants et ils voulaient développer un îlot de fraîcheur dans le parvis. Donc, comme on peut voir ici sur le parvis, on retrouve des bacs de plantes avec différents types de systèmes d'agriculture urbaine, toujours aussi dans une optique d'éducation populaire, de montrer aux gens que c'est possible de cultiver dans la ville et de leur montrer qu'il y a différentes techniques d'agriculture urbaine qui peuvent exister. Le projet vraiment de verdissement s'est fait en collaboration avec un organisme du quartier vraiment qui s'appelle Crac Bitume, qui a collaboré avec nous vraiment dans la réalisation des bacs. Il faut comprendre aussi que comme Espace d'initiative est un organisme naissant, qu'on est 4 citoyens, c'est important pour nous de reconnaître qu'on a une certaine expertise, mais aussi qu'on en a
qu'il y en a certaines qu'on ne possède pas. Et pour combler ce manque-là, pour nous, c'est essentiel de se retourner dans la communauté pour voir comment est-ce qu'on peut aller chercher différentes expertises autour de nous, auprès des gens qui sont intéressés à collaborer avec nous. Donc vraiment, les bacs, le verdissement a été fait par les Amis de la Terre et par Crac Bitume. Il y avait aussi l'idée de vraiment développer un espace qui était accueillant pour les familles, pour les enfants, de faire un endroit où est-ce que tout le monde serait le bienvenu. Et pour ça, on a collaboré avec un autre organisme qui s'appelle 1, 2, 3 Go Limoilou, qui nous a aidé vraiment à réfléchir les plans de l'espace pour que les familles soient, pour que ce soit un espace accueillant pour les familles. On a organisé une programmation culturelle qui a été réalisée, elle, par un autre organisme du quartier, qui s'appelle Limoilou en vrac, sur lequel il y avait une diversité d'activités sur le parvis. Ça résulte un peu aussi du contexte du parvis, à vrai dire. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'église Saint-Charles de Limoilou est un petit peu excentrée du quartier. Donc, il faut être capable d'attirer les gens sur le parvis. Et la programmation culturelle a vraiment été l'occasion d'attirer les résidents à venir sur le parvis. Il y a la Société historique de Limoilou qui a aussi collaboré grandement au projet en développant des visites historiques qui partaient de l'Église, qui portaient sur l'Église, mais qui portaient aussi sur toute l'évolution du quartier. Donc, le volet de verdissement était vraiment le premier volet, on pourrait dire, concret sur le parvis. Il y a tout le volet après ça, un volet annexe qu'on a développé à Espace Parvis, dans la même optique de revaloriser l'Église et de lui redonner accès, qui était un volet beaucoup plus numérique, avec le développement d'une exposition virtuelle, le développement d'une visite virtuelle de l'Église aussi, et le développement d'une illumination numérique. 5 minutes? OK, on va accélérer de choses. D'une illumination des clochers de l'Église, à vrai dire. Donc, l'exposition virtuelle, vraiment, c'est une exposition virtuelle qui traitait de 3 thématiques, qui avait pour objectif de mettre en valeur le quartier, de redonner aussi une tribune aux résidents et aux citoyens du quartier. C'est le fruit d'une 20aine d'entrevues qui ont été réalisées auprès de résidents du quartier, d'acteurs intéressés par le projet et qui portent sur différentes thématiques, comme on peut voir ici. On vous invite à aller la consulter si ça vous intéresse. C'est aussi assez ludique dans la mesure où est-ce que c'est vraiment des capsules vidéo qui ont été réalisées. Portant sur Limoilou et sur différentes thématiques, dont l'imaginaire. On a réalisé aussi une visite virtuelle de l'Église, toujours dans l'optique où est-ce que l'Église étant actuellement fermée, dans l'impossibilité de lui donner accès concrètement aux gens, on voulait la mettre en valeur numériquement. Donc, on a fait affaire avec une firme qui l'a indexée sur Google Street View. Donc, actuellement, quand vous êtes sur Google et que vous arrivez au bout de la 5e rue, vous avez l'option de rentrer dans l'église et d'aller visiter l'église. Toujours dans l'idée que c'est aussi un intérêt qui a été marqué par les citoyens d'être capable de visiter l'église, d'aller revoir l'intérieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait 11 organismes qui ont démarré le projet. Un projet de cette envergure-là, réalisé par un organisme citoyen, c'est un projet qui repose presque entièrement sur du bénévolat et sur des commandites. Ça, c'est, à vrai dire, une bonne partie des organismes qui ont collaboré avec nous dans le développement du projet. C'est énormément de temps et d'énergie investi dans la recherche de commandites, la recherche de fonds, le développement de partenariats. Mais ça fait en sorte, en bout de ligne, qu'on recrée vraiment une communauté patrimoniale autour de l'Église en rassemblant tous les acteurs, que ce soit des organismes communautaires, des commerçants, que ce soit la ville, que ce soit des bailleurs de fonds, des caisses populaires, en rassemblant tous les acteurs autour d'un projet commun qui est le développement vraiment du parvis, dans l'optique à plus long terme de développer le projet de requalification de l'Église Saint-Charles de Limoilou. Donc, si on revient à notre question principale, comment est-ce qu'on peut recréer une communauté patrimoniale quand on est un petit organisme citoyen, pour faire en sorte qu'on soit capable de développer une communauté de pratique? Bien, pour nous, ça a vraiment passé par faire connaître et faire reconnaître l'importance de mettre en valeur ce lieu-là, s'approprier le lieu. Espace Parvis a été l'occasion vraiment pour les citoyens de revenir sur le lieu, d'être capable de s'asseoir, de travailler, de rencontrer d'autres personnes, de participer à des activités culturelles, mais aussi de créer une communauté de pratique directement reliée au Parvis où les différents organismes s'allient ensemble pour mettre en valeur le Parvis, au même titre que au même titre que l'Église va être mise en valeur par après par différents organismes et différents partenaires. Donc, un projet de cette envergure-là, à vrai dire, un projet tel que
espace d'initiative ou espace Parvis est rendu possible quand même aussi par rapport à cause du soutien de certains acteurs dans notre démarche et de l'écoute de certains acteurs. On a été notamment soutenu par l'entente de développement culturel de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et de Communication. Pour nous, un projet de cette envergure-là peut pas, à vrai dire, doit avoir l'appui de la communauté patrimoniale du quartier, mais ne peut pas non plus avancer sans un appui ou le sentiment d'être appuyé vraiment par la Ville de Québec, par différentes infrastructures, par la Fabrique paroissiale, par d'autres fondations qui croient dans notre démarche citoyenne et qui croient au projet. Je vous mentirai pas, quand on commence et qu'on est un organisme citoyen, il y a différents enjeux qui se présentent vraiment aux organismes citoyens qui veulent requalifier des églises. Le principal, c'est un enjeu de confiance. Les acteurs n'ont pas l'habitude de collaborer avec des organismes citoyens. Donc, quand vient le temps de développer des partenariats, on n'a pas encore fait nos preuves. Espace Parvis, pour nous, c'était aussi l'occasion de démontrer qu'à titre d'organisme comme espace d'initiative, on était capable de développer un projet pour le Parvis dans l'optique où est-ce qu'on va en développer un autre beaucoup plus gros pour l'église Saint-Charles de Limoilou. Donc, il y a des enjeux qui sont importants, mais jusqu'à maintenant, nos différentes études de faisabilité portent fruit. Le projet avance très bien. Dans les faits, je n'ai pas tant parlé du projet, mais le projet, c'est un projet de requalification de l'Église en laboratoire d'innovation sociale au service des citoyens, des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, avec le développement au cœur du projet d'un écomusée qui porterait plus sur vraiment l'évolution des quartiers populaires de la Ville de Québec et leur contribution vraiment à la Ville plus largement. Peut-être pour la suite, je pense qu'on aura j'aurai l'occasion de répondre à différentes questions. Donc, merci à tout le monde, puis c'est un plaisir.